Et la liste, si je soutiens avec force cette liste, c'est que cette liste, je trouve qu'elle est à la fois à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui, et puis c'est aussi une liste d'espoir pour l'avenir. Parce qu'elle fédère des gens différents, des engagements différents. Certains sont politiques, nous, on était socialistes, les amis de l'UMRC étaient proches d'engagement au UMRC, et puis d'autres étaient déjà à la France Insoumise, et puis il y a aussi des écologistes, comme Sergio Coronado, qui, lui, est aussi sur cette liste avec nous. Donc l'ensemble du spectre de celles et de ceux qui veulent incarner une forme de gauche qui se bat, une gauche qui veut transformer la société, qui veut défendre le peuple, se retrouve sur cette. Mais il y a aussi beaucoup d'autres. Parce que les engagements sont différents. Des engagements associatifs, des engagements syndicaux. Manon, et moi je l'ai connue comme parlementaire, une militante dans les ONG contre l'évasion fiscale qui déjouait toutes les turpitudes de ces grandes firmes multinationales, les banques et les plus riches qui cherchent par tous les moyens à ne pas payer d'impôts. Bref, on a des formes d'engagement qui viennent aussi en écho au mouvement populaire que nous vivons à travers le mouvement des Gilets jaunes et les soutiens de la population française. Les gens n'en peuvent plus. Le système ne peut plus durer pour un certain nombre d'entre nous. Les inégalités sont devenues tellement fortes entre territoires et au sein de la société que ça ne peut plus continuer comme cela. Donc il faut se mobiliser pour donner des débouchés. Il y a d'abord les débouchés tellement mal pris en compte par le président de la République, mais il y a aussi besoin de débouchés européens, et je vais en parler. Je voudrais vous dire aussi que cette question européenne, mais tout le monde l'a dit, c'est très imbriqué entre la vie nationale et la vie européenne. Et ça l'est de plus en plus. Et le paradoxe, c'est qu'on a Emmanuel Macron, qui est élu comme un libéral, archi-libéral, à un moment où on voit partout en Europe et dans le monde les dégâts de ce libéralisme. Et c'est le paradoxe parce que la France, par son histoire républicaine, avait une forme de résistance culturelle à cette idéologie libérale. Et l'histoire des services publics est un des exemples. Les Français sont attachés aux services publics parce que c'est un projet de société. C'est d'abord, bien sûr, une qualité de vie, des services, mais c'est un projet de société qui est contre l'autre projet qui est celui de la concurrence à tout prix, de l'individualisation des solutions, du fait qu'on préfère payer moins cher, tant pis si on écrabouille le salarié ou si ceux qui ne peuvent pas payer ne peuvent pas avoir accès aux services. C'est toute une idée qui est après déjà des luttes ouvrières, mais surtout après le Conseil national de la résistance, qui a incarné une nouvelle étape de notre République. Et le principe du service public, c'est, d'abord, c'est le bien commun de tous, mais c'est aussi que c'est un outil pour l'égalité républicaine, l'égalité d'accès pour les citoyens, l'égalité d'accès dans les territoires, l'égalité aussi pour l'avenir. Le principe des services publics, c'est que les profits qui sont faits dans certains secteurs, parce que tout n'est pas déficitaire dans les services publics, doivent servir soit à des péréquations territoriales, soit à des péréquations tarifaires, soit à des investissements d'avenir. Si nous avons des réseaux en France, souvent qui étaient pendant longtemps considérés comme un outil et un atout pour notre compétitivité, parce qu'on avait des infrastructures de qualité, c'est parce que nos services publics, avec ce système, on avait construit un réseau de transport, un réseau électrique, etc. On avait doté le pays d'infrastructures qui étaient le fruit aussi de ce fonctionnement des services publics. Et là, on a pendant un certain temps fait semblant de ne pas vouloir voir au niveau européen. Moi, j'ai participé, j'ai été députée européenne très tôt et j'étais même vice-présidente du Parlement européen. Je n'ai voté aucune
population. Mais j'étais souvent un peu seule. Même dans mon propre parti, parfois très seule. Parce que, qu'est-ce qu'on nous disait? En fait, ça vient de loin, cette affaire. Dès le début, la construction européenne, elle a été construite comme un marché commun. Mais le marché n'embrassait pas forcément toutes les activités. C'était plutôt les activités productives, industrielles, etc. Parce que justement, on était dans l'héritage de cette époque. Et on a eu la grande vague libérale qui est arrivée avec Thatcher, puis qui a fait ce qu'on a appelé l'acte unique européen, où là on a fondé comme principe majeur de l'identité européenne la concurrence libre et non faussée partout. Le service dit d'intérêt général, qui ne s'appelle pas service public, est considéré comme marginal, comme une sorte d'exception quand il y a vraiment nécessité, pour des raisons sociales ou autres, d'organiser ce service économique d'intérêt général. Mais ce service économique d'intérêt général, il n'est légitime que comme une forme de compensation à organiser dans la concurrence. Je te donne un ticket, je te donne une prime énergie, on permet d'avoir des subventions pour certains secteurs, mais vous voyez bien qu'on tue la logique globale de dire l'ensemble, par exemple, du paquet électrique constitue un service public avec des différentes formes d'intervention, des entreprises publiques ou une entreprise publique qui gère l'intérêt général de cette politique-là, qui fait des tarifs. Je parlais des tarifs. Moi, je suis très frappée. On dit, c'est pas grave, les tarifs, c'est la concurrence, et puis on va donner aux pauvres des primes. Bon, énergie. Au lieu d'avoir ce qu'on avait jadis, c'est-à-dire quand même des tarifs dégressifs selon les heures, selon un certain nombre de... Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la moitié des gens qui ne la demandent pas, la prime. Parce que tout le système... Et après, on nous dit qu'il y a trop d'assistés en France. Bien évidemment, tout est organisé pour qu'au lieu d'avoir des tarifs proportionnels aux revenus, ou selon les territoires, on fait jouer la concurrence, et après, on assiste le pauvre pour payer son dû au marché. Évidemment, il y en a plein qui passent à côté parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne vont pas avoir d'assistance sociale tous les quarts d'heure, parce que, etc. Et ils sont très contents parce que le taux de, j'ai vu qu'on les appelle ça technocratiquement, là, le taux de non-recours, le taux de non-recours, eh ben, c'est 60-70%, c'est toujours 30% d'économiser. Donc on est dans un mécanisme où on a eu cette grande vague libérale qui est arrivée avec Mme Thatcher. Mais on aurait pu l'arrêter quand même, essayer de l'arrêter, même si c'était mal parti, avec le traité de Maastricht, puis le traité d'Amsterdam, on a eu des moments, quand les Français ont voté non. Pourquoi les Français ont voté non? Il suffisait d'écouter, je pense que vous avez eu des réunions ici comme à tout, c'était les gens disent la concurrence est bien offensée, c'est pas notre modèle de société. Bien sûr qu'on pense qu'il y a des marchés qui sont nécessaires, tout n'est pas géré par l'État. Et en France, on n'a jamais été pour le post-plan, tout géré par l'État. Enfin, je veux dire, en plus, on est assez individualiste. Bon. Mais la réalité, c'est qu'on pense qu'il y a des secteurs clés où l'intervention publique est nécessaire, notamment pour garantir les services publics. On a voté non. On aurait pu espérer que nos dirigeants prennent ça comme prétexte pour dire aux autres Européens, bon les gars, nous, on a voté non, parce qu'on ne veut pas que l'Europe continue à aller dans cette direction. Il faut la réorienter. Et bien, même les socialistes, dont l'électorat avait voté massivement pour le non, même les socialistes, quand il y a eu, sous Sarkozy, le traité de Lisbonne, moi j'ai voté contre, le traité de Lisbonne, on avait besoin, pour le ratifier en France, d'un changement constitutionnel. Il suffisait de refuser de voter pour la réforme constitutionnelle. De voter contre, parce qu'abstenir, c'est voter pour dans le système. Eh bien, il y en a plein qui ont voté pour, malgré le vote du peuple. À la limite, même s'ils étaient pour le oui, ils pouvaient dire, il faut que le peuple vote. Eh bien non, le traité de Lisbonne est repassé parce qu'il y a eu une transformation constitutionnelle que la gauche pouvait arrêter, qu'elle n'a pas arrêtée. Après ça, on arrive sur la question du TSCG. Je l'ai dit, Hollande, on pouvait dire à Merkel, on s'en fout, on ne va pas le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée, on ne ratifie pas. Mais qu'est-ce que
ça devait faire? Ça n'avait pas tué l'Europe. Il y en avait des traités. Mais il fallait lui dire, nous, on ne veut pas de cela, le traité. On veut renégocier un certain nombre de choses clés, notamment la protection des services publics, notamment arrêter les politiques austéritaires. Parce que la logique de l'austérité, moi, alors je le dis tout net, je ne suis pas pour qu'on ait des déficits publics avec un médianam qui monte sans arrêt. Et à partir du moment où vous n'avez pas de politique de relance, que vous n'essayez pas de produire une croissance, et là je ne suis pas en train de vous dire du productivisme qui zigouille la nature, qui fait du PIB pour le PIB, non, pour répondre aux besoins humains, pour réussir la conversion énergétique, pour réussir les capacités de modernisation de l'outil productif français qu'on a laissé en berne, faute d'avoir eu des stratégies industrielles intelligentes et d'avoir suffisamment mis d'efforts dans la recherche en lien avec elle. Donc nous, on peut avoir des politiques de croissance, notamment par la relance de la consommation populaire. Gros mot, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Pourquoi il y a de la croissance? Regardez quand il y a de la croissance en France. Quand le prix du pétrole baisse, parce que c'est du pouvoir d'achat. Et deux, quand vous avez de la relance par le pouvoir d'achat. Ça ne suffit pas, parce que si en même temps, vous ne faites pas des efforts pour moderniser votre outil de production, ça n'a qu'un temps. Oui. Mais les deux ensemble, parce qu'il faut que les entreprises aient des carnets de commandes pour pouvoir investir, et il faut qu'ils investissent pour moderniser là où il y a des besoins. Cette politique-là qu'on appelait jadis keynésienne, néo-keynésienne, on peut l'appeler comme on veut, ils n'en veulent pas pour une raison simple, c'est que ça avait un rapport capital-travail bien plus favorable au capital. Mais on ne faisait pas d'endettement. Parce que quand vous avez de la croissance, vous avez des recettes fiscales. Et vous avez les moyens de baisser votre déficit public. Mais comme eux, ils sont dans la logique qui est de dire, pour combler le déficit public, il faut exporter, être en concurrence avec les autres. À peine vous avez fait un effort pour baisser le prix du travail en France, que les Espagnols continuent à le faire, et que rebelote, et que les Allemands font leur petit job, ou qu'il faut travailler en sous-traitance en Slovaquie, et que le dumping social, comme le dumping fiscal, comme le dumping écologique, se met en branle, et on arrive à la crise qu'on est en train de vivre les uns et les autres. Donc il faut expliquer aux gens qu'on n'est pas des fanatiques du déficit pour le déficit. On est des fanatiques de la relance du déficit productif qui va donner une énergie à notre économie et répondre aux besoins de nos concitoyens. Mais ça veut dire aussi qu'il faut redistribuer les richesses. Parce qu'évidemment, ça ne marche que si vous redistribuez les richesses, que si vous n'êtes pas certain qui s'accapare les richesses et notamment la privatisation de tout ce qui est service public. Donc nous avons besoin pour justement assurer cette égalité républicaine. Alors je vais vous donner, et je parlerai après de sortir des traités, je vais vous donner quelques exemples de cette histoire de dérégulation des services publics qui vient de là. Vous avez entendu dans l'actualité les drames de France Télécom. Oui. On l'avait oublié, hein, tous les gens qui s'étaient suicidés. 22 000 postes supprimés d'un coup, quasiment à d'un coup, très vite, à marche forcée pour les salariés. Et par ailleurs, à l'époque, je me rappelle, parce que j'ai envie quand même plutôt à cette histoire de France Télécom, et encore plus quand le gouvernement Jospin qui avait promis de ne pas ouvrir le capital à ouvert, hein. J'ai évidemment hurlé contre les conditions de travail des salariés, mais sur autre chose. On pleure parce qu'il y a des zones blanches. J'imagine que vous n'êtes peut-être pas ici partout ouvert sur la caisse en 4G, en Internet au débit et en téléphone portable qui marche du feu de Dieu. Eh bien, ça, c'était le service public. Normalement, évidemment que la technologie avait changé. Qu'évidemment, c'est plus la même chose d'avoir le système de fil avec les cabines et la technologie avec le portable. Évidemment, ça avait changé. Évidemment, il fallait faire muter le système. Mais ça pouvait être dans le cadre du service public. Et en particulier, que quand les profits qu'on faisait devaient servir à la couverture de tout le territoire et de façon organisée, planifiée et effective. Parce que là, on dépend le trois quarts du temps des privés. Là. Si SFR, lui, machin, oui, on veut bien à 80%, mais pas à 100%, donc il y a encore 20%, puis le coup d'après, ben non, on va aller à 95%, et pendant ce temps-là, il y en a encore qui sont en jeu. Moi, j'ai même vu un truc de comble. Une entreprise
Lyon, pas de montagne, hein, dans Lyon, qui était en bas d'un espèce de pli qui exporte dans le monde entier des catalyseurs en argile, le truc de pointe. Et bien le gars, le patron, qui est, heureusement il est attaché à son territoire, hein, et ben il monte 2 fois par jour en haut de la colline avec sa bagnole pour envoyer ces trucs d'internet. J'ai vu des propres yeux dans la France du 21e siècle. Et c'est pas la petite, c'est pas simplement le mec qui veut téléphoner à sa grand-mère, c'est légitime. Hein. Mais voilà, pour vous montrer l'aberration de ce système. Donc on s'est privé, en privatisant France Télécom, on a fait souffrir des gens. On s'est privé de doter notre pays d'une infrastructure haut débit, performant, évolutive, garantie à tous. Tout ça pourquoi? Pour remplir les poches d'un certain nombre d'actionnaires. Avec par ailleurs un autre sujet, c'est quand vous regardez combien ça coûte. Parce que oui, l'idéologie libérale, c'est mieux, la concurrence, parce que ça va coûter moins cher. Alors vous vous dites, ah oui, c'est vrai quand même qu'on paye moins cher le téléphone qu'avant. Peut-être encore que c'est vrai qu'on téléphone beaucoup plus, donc difficile à comparer. Mais surtout, quand vous regardez dans le prix de votre abonnement téléphonique, un quart du prix, c'est de la pub. Communication. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence. Et donc, pour piquer la place de SFR, Bouygues met du fric dans de la com, et Orange en rajoute, etc. Un quart du prix de notre téléphone, c'est pas rien de nos factures hein, de téléphone. Un quart du prix, c'est de la pub pour, disons, faire vivre cette concurrence. Alors, quand vous mettez le prix de la com plus les profits qui ont été effectués, ben, il y aurait largement le droit d'avoir des infrastructures du service public sur tout ce qui est le haut débit, le téléphone, de qualité. Je vais vous donner un deuxième exemple. Ah oui, sur l'histoire des France Télécom. Je voudrais vous dire qu'il y a des nouveaux services publics à créer. Aujourd'hui, nos données numériques sont captées par tous les GAFA, les grandes entreprises, etc., et même les plus petites. Je vois par exemple les plateformes Amazon, enfin, toute une série, même la FNAC, limite, hein, au moins c'est français, c'est déjà mal. Néanmoins, on devrait avoir un service public qui garantit les protections de données, le fait qu'on est sûr que nos données ne partent pas au bout de la planète et sont utilisées n'importe comment. Donc il y a à inventer des nouveaux outils. Alors les spécialistes de ça vont vous expliquer que c'est possible de le faire. Mais nous avons tellement été matraqués par l'idéologie libérale que ça marche mieux quand c'est privé, etc., qu'on a même parfois abandonné l'idée qu'il y a des nouveaux champs qui sont indispensables pour les services publics. Et autour du numérique, avec la manière dont le pouvoir va être concentré par ceux qui auront ces données et ces outils, là, il y a un champ énorme de redéfinition de ce que sont les services publics aujourd'hui. Les formes qu'ils peuvent prendre pour nous garantir qu'on n'est pas utilisé comme des produits pour faire du profit et violer notre intimité. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que l'idée des services publics, c'est pas simplement défendre ce qui existe, c'est aussi inventer des nouveaux services. Moi, je voudrais dire une deuxième chose, c'est toute la stratégie des libéraux, c'est de mettre moins de fric sur le service public, ils se dégradent, puis on vous dit, ah ben t'as vu comment ça marche la SNCF? Ben ce serait mieux si c'était privé. Et vous faites des enquêtes d'opinion, vous allez voir le texte sur le quai en disant, qu'est-ce que vous pensez de la privatisation? Ah ben ouais, ça peut peut-être être mieux parce que vu le nombre de retard qu'il y a avec mon train, ça peut pas être pire. Oui, vous l'avez entendu celle-là. C'est-à-dire qu'ils font tout pour se mettre dans une situation, déjà, ils ont anticipé qu'ils allaient être mis en concurrence, donc ils veulent dégraisser, machin, pour être performants financièrement, en qualité de service, pour bien vendre le truc. Et puis après, ils sont tellement détériorés le système que vous finissez par avoir une sorte de fatalisme ambiant qui dit, bah, après tout, pourquoi pas essayons. Alors il y en a qui ont essayé, les Anglais, il suffit de voir comment ça s'est passé. Alors c'est vrai que maintenant ça va mieux, ils ont renationalisé, ça va mieux. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont réagi
jeter plein de fric public, parce qu'il y a une autre solution, c'est de laisser le profit aux entreprises privées et décaisser de l'argent public pour payer plein pot les infrastructures. Et on dit, ah, il y a trop de déficit public dans le pays. Bon. Donc ça, on voit bien que c'est un sujet très important. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment on met, nous, les citoyens, partie prenante de la qualité des services publics, des arbitrages qui sont faits. On ne peut pas rester avec les Bercy qui décident de qu'est-ce qu'il faut faire à la SNCF, parfois avec les syndicats, pas toujours, parfois, souvent ne les écoutant pas. Vous vous rappelez l'histoire de Bretigny, c'est pas faute que les syndicats aient dit que le système d'entretien des rails était en mauvais état. Et puis les citoyens, ben on ne voit pas, par exemple, il faut être vraiment très spécialiste pour voir qu'on a mis la gomme sur les TGV et qu'on a négligé certaines petites lignes. Et donc je pense qu'il faut s'interroger sur la manière dont les comités citoyens d'usagers, comment les stratégies des collectivités locales, voire même la gestion des entreprises publiques, doivent mieux associer les citoyens pour être sûr que la qualité du service public répond aux attentes. Parce que cette idée de on laisse les technocrates gérer, après le service public correspond aux attentes, et après du coup on privatise, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut enrayer. Il faut que les citoyens français défendent pas simplement leur service public par principe, parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils voient qu'ils sont acteurs et que ça répond bien à une partie de leurs attentes. Et puis qu'ils sachent de quoi ils ont besoin, hein, parce qu'il y a des besoins financiers pour nos services publics. La deuxième chose que je voulais vous dire, mais ça vous l'avez vu, c'est les tarifs, hein, l'énergie. On nous disait l'énergie, ça va coûter moins cher. Et alors maintenant, il dit qu'il faut taxer l'énergie, parce que faut qu'elle soit chère pour qu'on l'économise. Déjà, je ne vois pas pourquoi on a cherché à la faire baisser le prix en cassant tout le service public, et lui dire après, il faut que l'énergie soit chère pour qu'on l'économise. Il y a déjà un truc à se taper la tête. Mais la réalité, c'est qu'on n'a rien du tout baissé comme coût. Et que justement, là, moi je reste convaincue qu'il y a à inventer des tarifs qui soient favorables à des économies raisonnables, mais que ce ne soit pas l'économie, le pauvre ne peut pas consommer, donc du coup on consomme moins. Hein. Pendant ce temps-là, les riches n'en ont rien à foutre de laisser tout éclairé. Moi-même, je suis la première à me dire des fois, mais arrête, ferme ta lumière, parce que quand on n'est pas au centime près de sa facture d'électricité, c'est sûr qu'on fait moins attention que le gars qui a du mal à sortir de l'argent. Donc la question des politiques tarifaires est très importante, et là l'Europe nous refuse les tarifs, elle impose le prix du marché pour la concurrence libre et non faussée. Et après on tombe ce que je vous ai dit sur le fait. Je voudrais vous parler des HLM, parce que, étant ancien ministre du Logement, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Ce n'est pas directement un service public, les HLM. Les services publics dans les HLM, c'est un service d'économie intérêt général. D'accord? C'est-à-dire, ça répond à un intérêt général. Alors on se dit, mais les HLM, le logement, c'est pas de la compétence de l'Europe. Eh bien si, c'est de la compétence de l'Europe. Comment? Eh bien, les promoteurs privés vont à Bruxelles et disent, il y a trop d'aides publiques pour les HLM, et donc ça tue la concurrence avec le secteur privé. Alors vous dites les bras en tombent, et bien si. L'Europe dit la chose suivante. Vous avez le droit de subventionner les HLM. Oui, ça on reconnaît, c'est un service. Mais vous devez faire la preuve que vous ne les subventionnez pas trop. La surcompensation. C'est-à-dire que l'aide publique que vous leur donnez répond bien à des objectifs sociaux ciblés. Et là, on se rend compte qu'on a une divergence d'appréciation entre l'Europe, la France, d'ailleurs certains autres pays. Nous, en France, on considère que les logements sociaux, ce n'est pas uniquement pour les très pauvres, c'est pour les couches populaires au sens large. Plutôt pauvres, mais au sens large. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on pense qu'il faut de la mixité sociale, et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas que des ghettos de pauvres dans certains territoires, et deuxièmement, parce que historiquement, nous voulions que les catégories populaires, les logements sociaux, soient moins chers que le marché. Partout, à peu près partout,
un logement social est moins cher que le marché. Rassurez-vous, dans les logements sociaux français, il y a un très grand nombre de gens qui sont dans des catégories plutôt basses. Mais pour l'Europe, c'est que les très pauvres, en dessous du seuil de pauvreté. Vous voyez, c'est pas le mec à SMIC tout seul, qui a un enfant avec son SMIC. Non, c'est pas le vrai pauvre, ça. Donc, ils vont calculer les aides des collectivités, de l'État, au regard du monde très pauvre. C'est d'ailleurs comme ça qu'en Suède et en Danemark, où il y avait massivement du logement social qui n'était pas cher, donc les gens ne dépensaient pas beaucoup d'argent pour se loger, ça aussi c'est un élément du pouvoir d'achat. Eh bien, on leur a dit, non, les gars, vous n'avez plus le droit de mettre d'argent public pour ça. Alors, comme ils en avaient beaucoup, ça n'a pas été trop grave, mais ce n'est pas un pays en forte expansion démographique, c'est pas encore trop grave, mais chez nous, c'est catastrophique. On va avoir des redressements des organismes HLM, parce qu'il y a eu trop d'aide publique pour l'organisme HLM. Parce que vous n'avez pas que des très bons dans le logement social. Donc on voit que même pour un sujet, mais de quoi je me mêle, j'allais dire. De quoi l'Europe se mêle? Parce que là encore, quand il y a une concurrence entre une voiture produite en Allemagne et une produite en France ou en Espagne, bon, on peut encore, on est d'accord ou pas d'accord, mais on peut comprendre. Mais quelle concurrence il doit y avoir entre le propriétaire privé français, parce que c'est quand même... Bon, c'est vrai qu'il y a des fonds de pension allemands qui viennent se mettre à Paris, mais pas pour le logement social. Et de l'autre côté, tout pour le français. Donc, je vous donne cet exemple pour vous dire que petit à petit, ils sapent tout ce qui procède de l'idée qu'on a un intérêt commun, que pour garantir cet intérêt commun, chacun contribue à proportion de ses facultés respectives, que le produit de cet intérêt commun est redistribué soit pour le long terme, soit pour des tarifs, soit pour garantir la qualité. C'est l'antinomie. Le modèle libéral, c'est chacun chez soi, concurrent de l'autre, concurrent comme consommateur, concurrent comme producteur, concurrent comme territoire. Et c'est à cela qu'on doit dire non. Alors, pour certains d'entre vous, sortir des traités, ça a l'air de dire sortir de l'Europe. Ça, j'entends cet argument tout le temps. Je voudrais vous dire que derrière cette formule est d'abord une évidence. Si on ne modifie pas, et pas simplement, moi je ne crois plus à la réorientation des traités. Parce que c'est le cœur du cœur. Et ils ont tellement renforcé le cœur du cœur sur libre concurrence, pas d'aide d'État, etc. Je ne crois plus à la réorientation ponctuelle. Il y a besoin de refonder le pacte européen en partant d'une nouvelle base dans laquelle la concurrence libre et négociée n'est plus le cœur du modèle. Alors, comment on peut faire? Sortir des traités, ça veut dire désobéir dans certains cas. Désobéir, par exemple, sur les aides d'État. Quand il y a besoin de sauver une entreprise, eh bien tant pis, on va être condamné. 10 ans pour le condamner. Et là, cet argument, on voit bien aussi que c'est un argument fallacieux. Parce que la directive nitrate, ça fait de lustre qu'on applique ça. Et là, personne n'est traumatisé en France. Mais par contre, ne pas accepter une directive qui pénaliserait un service public ou autre, par exemple, l'histoire des barrages, de quoi on a peur? Parce que si on ne fait pas le rapport de force, nous, la France et nous, la gauche, eh bien, rien ne bougera. C'est pas la peine de se raconter parce que les puissants ont gagné, c'est les Allemands et les Néerlandais. Eux, ils ont vu, avec le système, leur richesse relative s'accroître, pendant que la nôtre, la France, l'Espagne, l'Afrique du Sud, a vu sa richesse relative baisser. C'est pas de la théorie, là, il y a des tas d'études qui le prouvent. Donc soit on dit, ça continue, c'est qu'on n'est que des nazes, des Français, alors c'est ce que nous disons, réfractaires, machin, vous n'avez rien compris à la mondialisation, vous ne voulez pas être nuls, soit on nous dit qu'on est des nuls, soit on nous dit maintenant stop, ça suffit le système, il faut rediscuter pour partir sur des bases qui nous garantissent plus d'équilibre. Et au passage, je le dis, j'espère que l'histoire ne nous donnera pas raison. Quand il y a un trop grand déséquilibre économique,
politique, culturelle entre la France et l'Allemagne sur notre continent, ça se termine jamais bien. Donc ceux qui nous parlent de l'Europe de la paix, je leur dis, première des choses, il faut qu'une Europe équilibrée, parce que tout déséquilibre risque de très mal vivre. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on veut faire sortir des traités? Quand on dit, les Anglais, quand ils ont menacé le Brexit, au début, Cameron, il a obtenu des opt-out, ça veut dire des exceptions. Par exemple, ils n'appliquaient pas la directive, toute une série de directives, hop, ils avaient obtenu l'opt-out. C'est-à-dire, pour essayer qu'ils votent oui, pour remain, rester dans l'Europe, on leur a fait plein de concessions d'avoir droit à des dérogations. Eh bien, on peut très bien exiger des dérogations. Des dérogations pour nous, mais aussi des dérogations par sujet. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas que la France qui pense que les directives sont délirantes et qu'on pourrait avoir au moins un moratoire et une dérogation pour avoir le temps de refaire des choses qui correspondent davantage à ce que les gens attendent. Et puis, après, si personne ne veut négocier, si l'Allemagne dit, comme il l'a dit à Macron, non, j'aime pas Macron, franchement, là, il a écrit des trucs, des sornettes, mais passants, et l'Allemagne a dit, rien à voir, on n'est absolument pas d'accord, et d'ailleurs, la seule chose qui nous intéresse, c'est un siège de l'Union européenne à l'ONU. Voilà, un seul truc intéressant. Et on va laisser combien de temps la France humiliée? J'appelle ça être humiliée. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut que l'Europe française. Il s'agit de dire que ça ne peut pas être une Europe allemande. Ça doit être un compromis entre nous. Et donc, il faut reprendre l'ordre. Et nous sommes contributeurs nets. Non seulement on est la 5e puissance économique, non seulement on est à l'ONU, non seulement on a quand même une image dans le monde qui compte, l'air de rien, mais on est contributeur net, c'est-à-dire qu'on paye plus qu'on reçoit. Et moi, je dis une chose simple, si vraiment ils ne veulent pas discuter, eh bien on arrête de payer, on met ça à la caisse des dépôts et consignations. Il ne s'agit pas non plus d'aller dépenser le fric, non. On arrête de payer tant qu'on n'a pas négocié. Comme a fait De Gaulle avec la politique agricole commune, en disant maintenant ça suffit. Et alors je vous raconterai l'histoire, mais ce serait trop long. Comme a fait Thatcher, elle a eu son chèque. Nous, c'est pas notre. Il ne s'agit pas de demander que notre intérêt, mais il s'agit de dire que derrière l'intérêt de la France se jouent des projets de société qui vont au-delà. Et si on parle au peuple d'Europe, qui va nous dire que c'est pas normal, que c'est normal qu'il y ait du dumping social? Qui va nous dire que c'est normal qu'il y ait du dumping fiscal? Ah oui, les Néerlandais et le Luxembourg, mais le gros des peuples, ils attendent autre chose de cette Europe. Donc nous, ce que je veux vous dire, c'est que derrière sortir des traités, il y a des stratégies de rapport de force qui ne sont pas là pour justifier qu'on se bat, qui sont là pour justifier qu'on pèse sur l'avenir de ce continent, et si on continue sur la ligne libérale, ou si on s'enferre dans le nationalisme, ça va mal se terminer. Donc il est urgent de faire non seulement une réorientation, mais quelque part une forme de refondation. Et là, le Parlement européen, c'est pas seulement la France, parce que nos dirigeants ont été défaillants. Parce qu'il faut aussi qu'on entraîne en Europe. Et c'est pour ça que maintenant, le peuple, avec d'autres partis européens, il y a un rapport de force, ce que j'allais dire populaire et de gauche à créer. Il faut qu'il y ait une nouvelle gauche qui émerge en Europe. Et nous avons, dans beaucoup de pays, elle est encore plus écrasée que nous, ici en France, par les mouvements, notamment d'Europe de l'Est, par les mouvements d'extrême droite et fascisants. Nous devons, nous Français, nous gauche française, nous peuple français, nous devons nous lever pour dire au sein du Parlement européen, on ne lâchera pas, on ne vous laissera pas continuer ce truc mortifère d'affrontement entre les nationalistes et les libéraux. Et on est en train de semer la graine de cette nouvelle. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on n'aura pas la majorité tout de suite. Mais dans ces temps troublés, avec Trump d'un côté, avec les Chinois de l'autre, avec tant de bouleversements dans le monde, eh bien, il y a un moment où il faut la volonté
Ah, pour le coup, je vais en faire frémir quelques-uns qui savent trouver rouge. C'était la formule de Mitterrand, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Et bien le temps est venu de montrer qu'on a la volonté et de commencer à tracer le chemin. Et un autre chemin qui soit celui de la France et celui de la France et de l'autre. Voilà, c'est pourquoi moi, sans état d'âme, sans calcul et autres, ça faisait déjà un moment que moi j'avais une convergence forte, notamment sur ces sujets européens que la France est soumise. Sans état d'âme, je dis aux gens, vous ne laissez pas scotcher par la torpeur en disant les gens disent mettez-vous d'accord, il y en a marre, il faut se rassembler. La liste qui rassemble, c'est la nôtre. Deuxièmement, la liste qui porte un avenir, c'est celle-là. Alors restez pas sur votre avantage en attendant je ne sais quoi que la gauche règle ses problèmes au sommet. Ça dépend de votre vote dès le 26 mai.